Bonjour à tous, merci de participer à notre présentation. On va essayer d'être le plus didactique possible et de vous présenter notre ex de manière assez intéressante. Alors, je m'appelle Guillaume Després, je suis manager à la direction de l'innovation d'Inetom. On a notre stand qui est juste derrière, donc n'hésitez pas, vous sortez et on est directement à droite. Je suis accompagné de Julien Cazarin. Bonjour à tous. Et donc moi je suis responsable du pôle réalité virtuelle, réalité augmentée à la direction innovation du groupe. Voilà, aujourd'hui, donc, on va vous présenter le REX que l'on a réalisé avec Boehringer Ingelheim pour les aider à devenir complètement autonomes dans la création de leur formation en réalité virtuelle. Donc, Boehringer Ingelheim, en quelques mots, c'est une entreprise biopharmatique qui va travailler à la fois dans la santé animale, la santé humaine, et qui va avoir un certain nombre de procédés à mettre en œuvre pour la formation des différentes personnes qui travaillent sur ces domaines-là. Très rapidement, sur Inetom, donc on est une grosse société de 27 000 personnes, une ESN assez classique, avec une particularité, c'est qu'on a une très grosse direction de l'innovation qui est organisée autour de 7 Fab Labs, présents en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal et au Maroc. On a à la fois des chercheurs, des ingénieurs en R&D, des ingénieurs en développement, et quelques consultants en accompagnement sur conseil et management de l'innovation. On travaille énormément en co-innovation avec nos clients pour les aider à trouver quels sont les meilleurs biais pour réussir leur projet. Rapidement, afin de démystifier un petit peu, je ne connais pas le niveau de l'auditoire, mais qu'est-ce que l'AXR ? Finalement, on connaît la réalité augmentée, c'est la superposition d'informations sur un monde réel. Donc ça, c'est très simple. Réalité augmentée, notamment avec Microsoft. La réalité virtuelle, ce sont tous les jeux vidéo que vous pouvez voir. Là, c'est aussi très simple à imager. La réalité mixte, c'est qu'on prend un peu des deux, qu'on va prendre des objets réels, qu'on va les rajouter dans le virtuel et inversement. Donc nous, on va travailler sur ces différents sujets, sur ces différentes thématiques. Et je pense qu'il est intéressant quand même d'avoir cette connaissance pour pouvoir commencer à discuter des différentes problématiques et des use cases clients qu'on peut avoir. Parce qu'on va le voir là justement, avec Boehringer Ingelheim, c'est un des sujets. Par quel bout la réalité virtuelle, augmentée, pouvait répondre aux use cases de notre client. Alors les points d'attention sont classiques. On part toujours d'un cas d'usage. Ça ne sert à rien de venir nous voir pour nous dire « je veux faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ou autre ». Non, il faut partir d'un cas d'usage, d'un use case, d'un processus, de quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore formalisé, mais qu'on va vous aider à traiter, qu'on va vous aider à travailler. Le nerf de la guerre, notamment en réalité virtuelle, le contenu 3D. Si vous n'avez pas de contenu 3D, c'est très très compliqué parce qu'il faut tout reproduire, il faut tout réintégrer et ça prend beaucoup de temps pour finalement une valeur ajoutée qui n'est peut-être pas celle que vous attendez par rapport à un processus sur lequel vous voulez former des opérateurs, par exemple. Sur la planification des sessions, on sait tous que c'est assez compliqué de pouvoir organiser des sessions virtuelles ou augmentées en fonction des disponibilités des uns et des autres. Donc là, on a quelques petits tips and tricks à vous partager par rapport aux produits qu'on a développés. La diversité des supports, ça c'est classique. Vous avez des casques filaires, sans fil, PC, smartphone ou autres. Comment on peut y répondre sans redévelopper à chaque fois votre expérience virtuelle? Et puis les développements spécifiques qui sont intimement liés à la diversité des supports. Aujourd'hui, on va développer une application pour un Quest, on va développer une application pour un smartphone, on va développer une application pour je ne sais quoi. On va essayer, nous, de répondre de manière transverse à toutes ces problématiques. Donc le REX en tant que tel, la première chose, c'est pouvoir comprendre le besoin. Donc c'est avoir avec Boehringer, c'est les premières étapes, c'est nous dire, ok, sur quel processus, sur quel use case, sur quelle réalité vous voulez travailler. Ça a été un des vrais premiers pain points qu'on a dû lever, parce que typiquement, ils sont venus nous voir en nous disant, moi je veux faire de la réalité augmentée pour former mes opérateurs à la stérilisation des cuves. Donc, après avoir mené quelques ateliers d'idéation, d'acculturation aussi, parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de réalité mixte, on a réussi à définir avec eux quel était le bon processus à modéliser,
parce qu'il faut faire aussi ce choix d'un point de vue ROI. Est-ce que tous les processus ont besoin d'être modélisés en réalité virtuelle ou augmentée? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc il y a un vrai choix de ROI. Et après, on va commencer à réfléchir à la technologie. Donc ça a été les premiers éléments autour des ateliers de conception sur la formation VR, la découverte des concepts, l'apprentissage du processus et l'évaluation de Dreamtime, donc le produit qu'on vous présentera juste après, pour la création de ces expériences virtuelles. La deuxième partie, ça a été vraiment de se dire, je vais apprendre un processus pas à pas. Donc il faut vraiment savoir que le métier nous indique quelles sont les différentes étapes du processus. Et ça a été des travaux importants avec eux, et notamment avec une personne qui s'occupait de... C'était effectivement la personne... on avait plusieurs interlocuteurs, on avait à la fois un formateur, donc qui lui fait cette formation-là en physique depuis des années, et la personne qui menait le projet, c'était historiquement un responsable de production. Voilà, donc pas des personnes qui sont au fait des technologies qui allaient être employées après. Vraiment des personnes qui connaissaient les processus métiers, qui étaient capables de les expliquer, qui étaient capables ensuite de nous les rendre pour que nous, on l'aide à traiter son cas. Donc indiquer les étapes à suivre et puis valider le processus et les contrôles. Donc c'est tout ce qu'il était nécessaire de faire au travers de l'expérience que l'on a créée avec eux. Donc les objectifs, avec Boehringer Ingelheim, démontrer l'intérêt pour la formation en VR, donc formation immersive. On était vraiment avec une équipe qui était missionnée sur plusieurs mois pour démontrer le ROI de ce genre de pratique par rapport à leurs besoins et démontrer que Boehringer, et c'est là vraiment le point important, que Boehringer pouvait devenir complètement autonome dans la création de leur expérience en utilisant notre produit de Dreamtime. Alors les résultats obtenus, je vous ai mis un petit laïus de nos différentes personnes contacts lors de notre dernier point. Alors là, on va faire on va tester quelque chose. On a une vidéo où on peut vous montrer ce à quoi ça ressemble de stériliser une cuve dans un environnement de réalité virtuelle qu'on a enregistré hier. Mais on va être un peu joueur, c'est qu'on s'est dit que si on se branche sur le réseau Wi-Fi du SIDO, public bien sûr, pour avoir un petit peu plus de chance, on va peut-être réussir à vous faire une démonstration en live. Donc l'idée, c'est que moi, je lance un client sur le PC, que Julien se connecte dans son casque de réalité virtuelle et que je puisse vous diffuser le processus complet de stérilisation de cuve en direct. On va essayer, on est un peu joueur. Ouais, donc ce matin, je me suis servi du produit et donc j'ai organisé une session de formation pour la journée. Donc c'est celle que vous voyez là qui s'appelle SIDO 1 dans mon agenda. Alors pourquoi j'ouvre ma boîte mail? C'est simple, parce que j'ai reçu un code de connexion et que je suis absolument incapable de le retenir par cœur depuis ce matin. 398, 129 presque? Non, c'est pas ça non, du tout. 328, 194. Alors, retiens-le bien parce que je vais devoir le taper dans le casque. Attends, j'ai pris une photo. Voilà. Donc là, je vais me connecter sur PC. Alors pourquoi sur PC? Parce qu'un formateur qui enchaîne ce genre de session, lui, il est bien content de ne pas avoir le casque sur la tête toute la journée. S'il fait une seule session de la journée, il va être bien 20 minutes, 30 minutes dans son casque. Par contre, s'il a 3, 4, 5 opérateurs dans la journée qui va enchaîner les sessions, il est bien mieux sur PC. Et finalement, comme lui, il n'a pas besoin d'être immergé, il est juste là pour accompagner la personne qui est formée, lui expliquer le processus. Il n'y a pas forcément un besoin. Oui, ce qui est important ici de retenir, c'est qu'effectivement, on peut se connecter avec différents supports, casque, PC ou autres. En fonction du support que vous utilisez, vous allez avoir un niveau d'interaction qui est plus ou moins fin, parce que lorsque le formateur se connecte avec un PC, il va juste finalement contrôler et aiguiller les personnes, tandis que les personnes qui vont se connecter avec le casque et les manettes, elles, vont devoir réaliser les opérations pour tourner les vannes, vérifier la montée de pression au manomètre, etc., etc. Ok, donc normalement, Julien devrait pouvoir se connecter et apparaître bientôt dans la scène.
Donc c'est vraiment une démo live. Donc si ça lag, c'est pas de notre faute, c'est le Wi-Fi. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, je meuble en attendant Julien. Ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment la représentation parfaite de l'environnement de chez Boehringer. C'est exactement comme ça que ça a été, que c'est chez eux. Donc on a reproduit, on avait les éléments 3D qui nous ont permis de reposer les cuves, les différentes portes. Donc là, c'est comme si on se baladait chez eux. Je ne sais pas s'il faut trop le dire d'ailleurs. Ah. C'est le centre de formation. Voilà, Julien est arrivé. My username. Dis bonjour. Ok. Oui, donc en fait, la session est hébergée dans un environnement Azure, ce sur quoi Julien s'est connecté. Et là, il est en train de suivre les différents process. Donc le premier, vous voyez, vous avez une flèche ici. Ça veut dire qu'il faut aller tourner cette vanne. Une fois que vous aurez tourné cette vanne, vous aurez le prochain process qui va arriver, et ainsi de suite. Il aura des contrôles à faire. Il devra contrôler les montées en pression, et ainsi de suite. Donc là, moi, je peux très bien être dans la peau du formateur. L'intérêt, c'est le côté collaboratif de la chose, vraiment. Je peux l'aiguiller, je peux lui parler, je peux lui expliquer ce qu'il doit faire. Et au fur et à mesure, il réalise les différentes opérations. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il bouge, il manipule. Soit il clique, soit il bouge la main. Il va vraiment avoir à réaliser les interactions. On peut être soit très fin, soit faire juste du point and click. Voilà, ça c'est en fonction du processus. C'est sûr que si on a besoin de modéliser quelque chose sur lequel le ressenti, le nombre de tours de main est important, on va avoir besoin d'avoir un peu plus d'interaction. Donc là, on est sur ce schéma. Tu as reculé. Ah, tu es parti au fond de la salle, Julien. Je pense que tu as un petit souci avec ta zone. Ah, bah c'est bien, tu as réussi à la tourner à distance. Il va falloir qu'on en discute avec les développeurs. Voilà. En fait, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la capacité finalement à modéliser un processus complet, à avoir un certain niveau d'interaction qui sont directement dans le produit, à pouvoir accompagner la personne qui est en cours de formation dans son appréhension de l'environnement, pour pouvoir collaborer avec lui, discuter avec lui, échanger, lui dire fais ceci comme ça, fais attention à ce que ça monte bien à 1,5 bar, etc., etc. C'est vraiment ce côté collaboratif qu'on pourrait avoir complètement lorsqu'on est en monde réel. Voilà. Ouais, c'est exactement ça qui est très important à prendre. C'est que là, ça a l'air inoffensif à l'écran. On parle de stérilisation avec de la vapeur chaude à plus de 100 degrés. Donc vous imaginez bien l'opérateur qui arrive sur centre de formation physique, une erreur d'inascension, qui se trompe, qui ouvre la mauvaise vanne et qui prend un nuage de vapeur chaud qui est brûlé au 3e degré, etc. Même s'il a le bon équipement, etc. Il y a aussi le sujet de dire qu'on va former des personnes à ces processus-là sur plusieurs sites. Surtout en ce moment, on a une difficulté à faire voyager les opérateurs sur les sites de formation. Comme c'est de la session cloud, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir former la personne à distance. Donc là, notamment sur les sessions qu'on fait, un formateur qui est sur PC à la maison en télétravail, avec deux opérateurs qui vont être sur site dans le casque pour suivre la formation. Ça permet aussi de faire de la formation multisite, d'être à distance. Et qui était la problématique aussi de notre client ici, chez Boehringer. Ils ont des usines un petit peu partout, ils ont un centre de formation sur un lieu. Et notamment, on avait besoin d'accompagner des personnes en France, en Allemagne et en Angleterre. Donc ça leur permet, sur ce genre de session, d'expérience, de pouvoir former les personnes aux gestes et au processus nécessaires pour cela. Donc c'est très bien, je n'ai pas eu besoin de lancer la vidéo. Donc finalement, les formations immersives, ça peut couvrir tout ou partie d'une approche de formation assez généraliste. La découverte d'un poste de travail, par exemple, si vous êtes
s'il y a des intérimaires qui arrivent sur une chaîne de montage automobile pour leur aider à découvrir leur nouveau poste de travail. L'intégration des processus, c'est ce qu'on vient de voir exactement sur le cas de Boehringer. Donc comment on fait en sorte d'avoir ce processus suivi avec validation du passage des différentes étapes. Et l'apprentissage des gestes techniques, c'est ce que je vous disais juste avant. On peut avoir un niveau de modélisation et d'interaction beaucoup plus forte et fine pour pouvoir avoir des gestes techniques beaucoup plus complexes à appréhender. Donc tout ça, c'est une acquisition de compétences et de savoir-faire qui est possible de réaliser au travers d'un cursus de réalité virtuelle. Bien entendu, comme je vous le disais juste avant, il faut déterminer le cas d'usage, il faut déterminer le processus pour adapter en fonction du besoin. Et Julien va vous en parler juste après, vraiment centré sur l'utilisateur, sur la personne qui va réaliser. Les intérêts, ils sont assez légitimes et faciles à comprendre. Hein. C'est vraiment, lorsque vous vous mettez dans une expérience virtuelle, vous êtes engagé, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas dérangé par toute autre chose qui peut arriver dans un environnement réel. Vous avez la possibilité de s'exercer sans danger. Ça, c'est vraiment très simple à comprendre, hein, parce que les cuves qui sont à je ne sais quelle température ou bien la manipulation de produits dangereux, c'est quand même beaucoup plus safe de faire ça en premier temps, en réalité virtuelle avant de s'exercer en réel. Et puis, c'est un environnement de travail disponible. Si demain, vous montez une usine au Brésil et que vous devez former en avance de phase les personnes qui vont travailler dedans, vous pouvez les former en réalité virtuelle et lorsqu'ils seront dans votre usine au Brésil, ils seront immédiatement opérationnels. Par contre, la contrainte, c'est qu'il y a une nécessité d'encadrement des utilisateurs. On ne peut pas, en tout cas, il n'y a pas encore aujourd'hui une assez forte maturité autour de tous des sujets de réalité virtuelle ou augmentée pour laisser libre cours à tout à chacun d'accéder à une expérience et puis de se gérer soi-même. On va avoir des personnes qui sont plus matures par rapport à ce sujet, mais tout à chacun ne l'est pas. Ouais, c'est un point, je pense, qui est très très important. Parce que vous voyez cet objet-là, il a l'air relativement simple. Alors, c'est simple, mais d'un autre côté, vous rentrez dedans, vous mettez la tête dans le casque, et vous voyez des bras, vous voyez un avatar. Il y a déjà une première phase d'expliquer à l'utilisateur que c'est bien tes mains à toi, même si c'est pas ton corps que tu vois, que c'est un avatar. Quand tu vas déplacer tes mains, en fait, tu as la manette en main, tu déplaces les mains, ça déplace bien l'avatar, donc tu peux bouger dans le jeu. Quand quelque chose est derrière toi, tu peux te tourner. Donc tout ça, c'est des concepts qui sont finalement très naturels en réel, et qui pour beaucoup d'utilisateurs ne le sont plus la première fois qu'ils mettent la tête dans le casque. Donc il y a une phase comme ça d'accompagnement, de prise en main du matériel par l'utilisateur, découverte des boutons aussi. Finalement, c'est comme une manette de jeu vidéo, il y a 3-4 boutons dessus. Qu'est-ce que fait chaque bouton, comment je me déplace, comment j'attrape avec la manette, comment je clique sur un objet. Donc c'est quelques petites choses qui peuvent prendre 10-15 minutes la première fois qu'un utilisateur va mettre le casque, mais qui est vraiment nécessaire de faire. Parce que si vous mettez directement l'utilisateur en formation sans faire ça, en fait, il va pas être concentré sur votre formation, il va être concentré sur l'apprentissage des boutons. Donc il faut effectivement commencer par un petit tutoriel, découvrir comment marche le matériel, et dès que l'utilisateur est à l'aise sur le matériel, on peut enclencher de la formation. Oui, c'est pour ça que, par exemple, chez nous, on est en train de monter des expériences de découverte de nos offres à la direction de l'innovation, à destination des différentes agences que l'on a en France. On va mettre à disposition des casques de réalité virtuelle autour de Plo Innovation, et on aura sur place des ambassadeurs qui ont appris à utiliser le matériel et appris à montrer comment utiliser le matériel. Et ça, c'est valable pour tous les sujets. Ça a été valable pour Boehringer, c'est valable pour toute autre société avec lesquelles on travaille. Il y a une phase d'apprentissage nécessaire avant de pouvoir industrialiser à grande échelle ce genre de formation immersive ou de design review ou d'autres choses. Donc la mise en œuvre de ces formations, on va en parler. La première chose qui est très importante, alors je pense que c'est vrai pour tout système informatique, pour toute technologie, mais c'est d'autant plus vrai en réalité virtuelle parce que finalement, on est sur du matériel qui est bien plus intrusif qu'un smartphone. C'est quelque chose que l'utilisateur met sur la tête, qui va recouvrir son visage. Donc le point essentiel, c'est qu'il faut qu'il y trouve un intérêt.
et il faut que ce soit mieux que de faire la formation en réalité. Et le seul secret pour ça, c'est de mettre des utilisateurs, des opérateurs dans la boucle quand on conçoit ces formations. Et c'est ce qu'on a, je pense, bien fait avec Boehringer, c'est d'avoir une équipe projet, déjà très métier, avec à la fois les personnes qui allaient produire les formations et des utilisateurs, parce qu'il y a des formateurs qui allaient, avec leur avatar, rejoindre ces formations, et de pouvoir progressivement, le plus vite possible au cours des phases de test, avoir quelques opérateurs types, alors peut-être des gens qui connaissent déjà le processus, mais pour pouvoir leur mettre le casque sur la tête et évaluer l'application, discuter de l'ergonomie et également de la partie entre guillemets ludique qui est très importante. Parce qu'un des retours qu'on avait de clients qui nous disaient on a modélisé notre usine en virtuel, on a refait nos processus exactement à l'identique de la réalité et je comprends pas, ils en veulent pas. Parlant de leurs opérateurs, mets le casque sur la tête, effectivement c'est très très beau, ça a l'air réaliste, c'est plutôt ergonomique. Et on fait un pas en arrière, on dit mais en vrai ils sont contents d'aller en formation. Ah bien, non, ils traînent les pieds, elle est pénible cette formation, c'est tous les ans en plus. Et du coup vous avez fait la même. Est-ce que le retour c'était quoi? Le retour c'est toujours aussi pénible et ça donne chaud à la tête. Donc ça c'est un point qui est très important, c'est le côté gamification ludique. L'utilisateur, il faut qu'il soit investi dans l'expérience de réalité virtuelle. Et le seul moyen pour ça, c'est qu'il participe pendant la conception, pendant les phases de test en réalisation, le plus souvent possible, de sorte que le contenu soit pertinent et surtout pour faire en sorte qu'il ait vraiment envie d'utiliser l'application autant ou davantage que s'il était en formation habituelle, réelle. J'ai envie de dire, c'est la base de tout projet où vous devez obligatoirement avoir le retour utilisateur lorsque vous êtes en train de développer quelque chose, quelle que soit la nature de celle-ci. Donc c'est d'autant plus important sur les sujets de réalité virtuelle ou augmentée. Exactement. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les étapes qu'il faut maîtriser dans un projet, dans un déploiement de réalité virtuelle? Le premier point clé, c'est la création des contenus. Alors, ça peut aller du tout au tout. Le cas extrême qui était celui de Boehringer, il n'existe pas de 3D, de nuage de points, de BIM, de maquette numérique de mes installations. Et là, ce qu'il faut faire, c'est on fait appel à des graphistes, on fait recréer du contenu qui est directement allégé et adapté à la réalité virtuelle. Dans d'autres cas, on a des gros industriels qui ont, comme dans le bâtiment, des maquettes numériques de toutes leurs installations, de toutes les machines. Et là, c'est un autre travail qui commence, tout simplement parce que ces contenus sont souvent beaucoup trop détaillés. C'est-à-dire que vous allez avoir une vis avec toutes les dents de la vis, vous mettez ça dans un casque comme celui-ci qui a la puissance d'un téléphone portable, le casque il fume, l'image elle est rafraîchie toutes les 5 secondes et l'utilisateur vomit en 2 minutes. Voilà. Donc là, on est sur une autre problématique, on a du contenu 3D, mais il va falloir l'alléger, l'optimiser pour qu'il soit adapté au matériel et qu'il puisse produire une expérience qui est satisfaisante et dans laquelle l'utilisateur va être confortable. C'est un point très important, le contenu, le détail du contenu ou autre, parce que pour le coup, l'expérience doit vraiment être réalisable, quel que soit le support, en tout cas dans l'approche que l'on en a. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. C'est vrai que si votre besoin il est très spécifique, avec un niveau de détail fin, nécessaire, obligatoire, on n'aura pas forcément la même approche. Le deuxième point, c'est la conception du module de formation en soi. Là, ce qui est très important, c'est de connaître finalement qu'est-ce que vous allez apprendre. Qu'est-ce que vous allez apprendre, quelles sont les connaissances, les objectifs pédagogiques du module de formation. Pourquoi? Parce que ça va déterminer de façon très forte ce que vous allez mettre dans votre expérience de réalité virtuelle. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que j'allais faire le tour de Vannes, j'allais cliquer dessus étape par étape. Ce que j'étais en train d'apprendre, c'était le processus. C'est finalement, j'apprenais la séquence de tâches à réaliser en ayant en même temps une vision de l'espace, savoir où ça se trouve, quand est-ce que c'est derrière moi, quand est-ce que c'est devant moi. Donc je connais mon espace de travail et je sais les opérations à réaliser. Si on avait voulu former au geste, cette formation-là, elle n'est pas du tout adaptée. Parce qu'à aucun moment, vous m'avez vu mettre vraiment la main correctement sur la vanne, faire le bon geste en mettant la bonne force. Et donc, on aurait pu faire quelque chose de plus réaliste, mais pour former au processus, ça n'a pas d'intérêt. Ça aurait juste rendu l'ergonomie plus compliquée, ça aurait fait une moins bonne application de formation processus. D'où l'intérêt en amont sur les ateliers de pouvoir discuter finement de l'objectif,
du processus, du use case pour pouvoir déterminer le niveau de finesse ou le niveau de complexité qu'il est nécessaire à intégrer. Et ça, c'est valable, quels que soient les sujets concernant la réalité mixte. Effectivement, et ça passe tout simplement par des questions très simples à des opérateurs, des personnes métiers chez vous, en disant allez voir son responsable de production ou son formateur et dire quelles étapes tu aimerais, quand on te l'amène physiquement sur l'installation, qu'est-ce que tu voudrais déjà qu'ils connaissent. Comment est-ce que tu gagnerais du temps pour que les machines soient moins longtemps monopolisées par la formation. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent déjà, tes opérateurs, en arrivant sur poste. Finalement, il va répondre, s'il connaissait le processus et qu'il n'y avait que le tour de main à prendre, je gagnerais 25, 30, 40% de temps de formation réelle. Et c'est là qu'on décide de faire une formation processus en réalité virtuelle, en disant effectivement, les opérateurs arriveront sur la machine en connaissant le process. Le dernier point, déploiement et planification. Alors c'est le point auquel on pense généralement pas avant et qui est pourtant très important. Pourquoi ? Vous créez un module de formation, vous l'installez sur 20 casques de réalité virtuelle que vous envoyez dans 20 usines. Et un jour, vous développez le deuxième module. Et là, vous vous dites, mince, je dois rappeler mes 20 casques à la maison pour réinstaller avec un câble et une ligne de commande mon application sur tous les casques. Et là, c'est typiquement le cas où on n'avait pas pensé déploiement et planification au début. C'est compliqué, là. Voilà. Et c'est un vrai problème parce qu'on a beaucoup d'industriels qui vont être comme ça, dans un mode, on fait un POC sur un processus, on le déploie, on en fait un deuxième, ça va encore, et puis un jour, on a 25 casques et 30 applications, et c'est plus gérable du tout. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que va être demain mon offre de formation ? Comment je vais mettre à jour mes applications ? Comment je vais finalement industrialiser le projet que j'ai lancé ? Et comment je vais gérer le matériel aussi ? Parce que, notamment en ce moment, si mon casque il passe dans 10 mains dans la journée, parce qu'il est sur un centre de formation, il faut mettre en place quelque chose pour le décontaminer, pour le stériliser, pour garantir l'hygiène. Donc tout ça, c'est des choses à réfléchir sur de la production en tout cas. Donc, comment est-ce que nous on répond ? Donc, on répond avec une solution qui s'appelle Dreamtime, qui est une solution low-code, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu de développement informatique en phase de démarrage, et ensuite l'objectif c'est que des personnes métiers, qui ne sont pas des experts de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, donc typiquement des formateurs ou des responsables de production, soient capables de produire eux-mêmes leur contenu. Typiquement, nos interlocuteurs chez Boehringer. Donc moi j'ai une petite comparaison, je sais que Julien il l'apprécie moyennement, mais tout le monde connaît Photoshop ici. Oui, non, oui. Photoshop, la première fois que vous l'ouvrez, vous voyez plein de choses dans tous les sens. Vous ne savez pas par où commencer, vous demandez comment ils font pour faire les superbes affiches que vous avez vues dans la rue ou je ne sais où. Avec Dreamtime, je ne dirais pas que c'est un peu pareil, mais il faut apprendre à manipuler les différentes interactions, les boutons, les imports, les exports, mais vous n'avez pas de développement à faire et vous êtes en capacité de créer votre expérience virtuelle très rapidement. Mais il y a une petite phase d'apprentissage, comme tout logiciel qui gère quand même des environnements complexes et qui permettent de faire beaucoup de choses. Donc, au-delà de la création sans code, le deuxième aspect auquel on s'est intéressé, c'est tout ce qui va être déploiement et mise en production. Et l'idée de la solution, c'est d'apporter également une plateforme qui va permettre de construire un catalogue de formation auquel les formateurs accèdent et finalement, un formateur chez Boehringer, il va se connecter sur la plateforme et il va dire « Je veux organiser une formation à la stérilisation jeudi de 14 à 15 heures » et il va donner les emails de ses opérateurs. Et la plateforme va lui gérer les déploiements, va envoyer des invitations et va donner tous les éléments nécessaires aux opérateurs pour se connecter avec le casque. Tu l'as montré tout à l'heure, c'était le mail. C'était exactement, c'est le mail que j'ai montré tout à l'heure. J'ai reçu le mail, j'ai reçu un code de session, je l'ai mis dans mon application et je me suis connecté. Et ça a plugué un rendez-vous dans votre agenda en même temps. Voilà, exactement. Comme ça, vous le savez, vous êtes averti un peu avant. Et ce qui est très intéressant, et ça rejoint le dernier point sur l'utilisation de tout support, c'est que la plateforme est basée sur une technologie open source qui est développée par Inetum. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une seule application qui est installée sur le casque ou sur l'ordinateur et qui va permettre de se connecter à l'ensemble des expériences qui ont été créées avec la technologie. Donc quand Boehringer va faire un catalogue de 20 formations, il ne va pas devoir rappeler 20 casques 20 fois pour installer chacune des applications au moment où elle est développée. Il va juste envoyer un lien
Et c'est la même application qui va se connecter à toutes ces formations et qui va s'occuper de télécharger le contenu et de générer tout ce qui va être interface et interaction. Finalement, c'est un navigateur. C'est un navigateur comme un navigateur web. Là, c'est un navigateur d'expérience en réalité virtuelle qui va permettre de se connecter à toutes les expériences que vous aurez créées et auxquelles on vous aura invité, quelle que soit la date de création, quel que soit l'environnement ou autre. Bon, en 2 mots, même si le sujet c'est la formation aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec une plateforme comme ça de réalité virtuelle collaborative? On va pouvoir faire de la formation immersive, on l'a vu. On peut aussi faire donc, ce qu'on va appeler de la social VR, donc c'est tout ce qui est créer un environnement virtuel et s'y retrouver à plusieurs. On peut faire des salles de conférence, on peut faire des ateliers de design thinking avec des post-it. Finalement, c'est des environnements dans lesquels on va se retrouver à plusieurs avec des avatars pour interagir, poser du contenu, échanger et dialoguer. Et on peut également faire de la revue 3D. Donc là, notamment, on a, vous pourrez venir voir tout à l'heure le démonstrateur, on a un configurateur de yacht où l'idée, si vous êtes à plusieurs, un client et un fabricant, et vous venez configurer votre produit pour définir des choix d'ameublement, des choix de matériaux, etc. Donc ça aussi, ça peut se faire à plusieurs. Ça évite de prendre un avion pour venir choisir une peinture. Et ça se fait très bien aujourd'hui en réalité virtuelle. Au niveau de la solution, je vais aller très vite. Donc, il y a une partie SDK qui est plutôt, c'est la partie low-code, c'est la partie pour les développeurs. Ce qui est important là, c'est que c'est des outils qui vont permettre après coup de créer de nouvelles interfaces pour le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Boehringer va avoir une bibliothèque d'interaction pour avoir des vannes, pour pouvoir tourner des objets, pour pouvoir déplacer des objets. Et un jour, ils vont vouloir déployer de nouveaux cas d'usage, ils vont vouloir mélanger des réactifs, faire de la chimie, des précipités, et ils n'auront pas les interactions, ils n'auront pas les composants pour ça. Donc ils vont revenir nous voir nous, ou un studio de 3D, et ils vont leur poser un cahier des charges en disant j'ai besoin de nouvelles interactions. Et on va créer une bibliothèque, et cette bibliothèque, elle sera ensuite utilisée par le métier avec des interfaces plus simples pour préparer de nouvelles formations et continuer à être autonome, mais sur un champ qui est plus large que précédemment. Donc la partie Sketcher, c'est une application PC, c'est le fameux Photoshop de la 3D, qui va permettre à un formateur ou un responsable de production, dans le cas de Boehringer, de concevoir ses modules de formation tout seul. La partie Factory, c'est la plateforme. Finalement, cette plateforme dont je parlais tout à l'heure, où des personnes qui créent des formations vont constituer un catalogue sur lequel on va avoir 10, 20, 30 modules de formation, et que des formateurs, donc des personnes plutôt RH, vont venir consulter pour organiser des sessions de formation. C'est là où, je te coupe juste une seconde, où c'est très intéressant de voir les rôles et responsabilités des uns et des autres. Vous allez avoir au niveau de Dreamtime Sketcher la personne qui va créer votre expérience, celle où vous allez confier votre processus, lui indiquer comment il doit fonctionner, dans quel ordre, quelle interaction je dois donner. Donc ça peut être nous, ça peut être quelqu'un au sein de votre société. C'est le cas de Boehringer, c'est une personne des bureaux et méthodes qui va avoir été formée, qui va créer l'expérience. Une fois que l'expérience est créée, elle est déployée sur la factory en full cloud. Et là, vous allez avoir des personnes, des ressources humaines, par exemple, ou de la formation plutôt, qui vont dire l'expérience 1, 3, 5, 8, je vais les regrouper et ça me fera ma formation au sujet qui doit être traité pour telle ou telle personne, qui va ainsi planifier la session. Ça va envoyer automatiquement les emails avec les informations de connexion. Et le jour dit, ils pourront se connecter, quel que soit leur matériel, en utilisant le navigateur directement. Exactement. Alors, la dernière partie de cette présentation, je pense que c'est la plus importante. Ça reprend le processus qu'on a eu avec Boehringer. C'est comment, une fois qu'on a ce produit, parce que acheter un produit, ça ne suffit pas évidemment pour être autonome, c'est comment on devient progressivement autonome pour produire soi-même son offre de formation en réalité virtuelle, pour organiser des sessions et ainsi de suite. La première étape, on en a déjà parlé un petit peu, c'est de constituer une équipe projet qui va comprendre principalement des experts sur les processus et également des formateurs. Donc c'est finalement ce qu'on disait sur le fait de centrer utilisateur, la conception de ces applications. C'est au niveau de l'équipe projet, c'est pas quelque chose qu'on peut faire uniquement avec des membres de la DSI.
C'est quelque chose où il faut Surtout des pas. experts. Surtout pas, exactement. Désolé s'il y a des personnes de la DSI dans la salle. On peut en avoir une ou deux parce qu'évidemment, il va falloir installer le logiciel, gérer les accès, les droits et les installations, et ainsi de suite. Mais ceux qui vont définir le contenu, c'est évidemment des formateurs et des gens qui connaissent les méthodes et les processus. La deuxième étape, c'est de les former à ce processus centré utilisateur. Donc, c'est de leur apprendre à faire des spécifications pour une formation 3D. C'est de leur apprendre à organiser ce qu'on appelle nous dans le métier des playtests, c'est-à-dire des sessions de test avec des opérateurs, avec des cahiers de test, sur des versions intermédiaires où le module n'est pas terminé, pour valider l'ergonomie, pour valider la direction. Et finalement, on va venir les former à ce qui est historiquement le métier des éditeurs de jeux vidéo. C'est quel est le cycle de développement d'un serious game, d'une formation. On a parlé de Photoshop tout à l'heure. La suite logique, c'est de leur apprendre à se servir du logiciel. Ce que l'on aime bien faire, et ce qu'on a fait avec Boehringer, c'est de commencer par choisir 2 cas d'usage. Un premier qui est le module qu'on vous a montré, qui est réalisé par nous, sur lequel on va travailler avec leur équipe métier sur la définition des spécifications, mais on va réaliser nous-mêmes le modèle pour leur donner un exemple avec toutes les bonnes pratiques et les bonnes utilisations du logiciel. L'idée derrière, c'est vraiment d'éviter le côté déceptif de la chose. C'est-à-dire qu'on vous met en main un outil qui est à apprendre, complexe. Il faut éviter que vous disiez au bout de la première expérience non, en fait, j'y arrive pas, ça marche pas bien ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'on apprécie travailler comme ça avec nos clients, leur dire écoutez, nous on va vous former sur un cas réel et on va vous montrer comment on l'utilise et ce que l'on fait avec. Et comme ça, il n'y a pas ce côté déceptif. Et sur le deuxième use case, par contre, on va leur laisser la main et on va être là en accompagnement et en support. Ils vont revenir nous voir, ils vont nous dire comme pour Boehringer, je n'ai pas réussi à faire ceci ou cela, cette action, elle ne marche pas comme je l'avais prévu, et on va les guider et continuer à les former jusqu'à ce qu'ils soient pleinement autonomes. Alors peut-être très rapidement un petit bout de démo de logiciel sur l'interface du produit. Donc vous voyez que c'est la scène dans laquelle je me baladais tout à l'heure. Et là, c'est vraiment l'outil qui est utilisé par Boehringer pour créer la scène. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va s'arrêter sur un composant. Donc c'est le côté où je disais tout à l'heure, il faut développer des interfaces, des interactions qui conviennent au métier. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un composant vanne. Donc pour le métier, c'est un objet, ça s'appelle une vanne. Ça se tourne dans un certain sens, ça se tourne d'un certain nombre de degrés. Et puis ça a des opérations. Donc là, notamment, elles sont très simples, on peut ouvrir ou on peut fermer. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai parfois du mal à comprendre, parce que moi, je parle plutôt les maths et l'informatique. Mais quelqu'un qui est aux méthodes chez Boehringer, il sait très exactement ce qu'est cette vanne biologique, et il sait très exactement comment la configurer pour qu'elle corresponde à ce qu'il a en réalité dans son labo. Et donc c'est ça qu'on développe spécifiquement comme bibliothèque. Et donc finalement, avec cet objet-là, ils vont pouvoir créer, adresser tous les processus, toutes les formations dans lesquelles il y a des vannes. Sachant qu'on a déjà un certain nombre d'interactions, d'actions, etc. qui sont disponibles au travers de Dreamtime. Donc c'est là où je vous parlais du côté no-code. Si les interactions et les objets dont vous avez besoin sont déjà disponibles, il n'y a pas besoin de redévelopper quoi que ce soit. Par contre, si c'est quelque chose qui n'existe pas dans Dreamtime, là, il va être nécessaire de développer juste ce petit composant avec les interactions. L'idée étant bien que Boehringer ne revienne pas me voir à chaque fois qu'ils veulent faire une vanne, qu'ils viennent me voir une fois, la première fois qu'ils rencontrent cet objet-là, on leur crée le composant et à partir de là, ils peuvent mettre des vannes dans toute leur formation. L'étape suivante, donc on en arrive ici, on a validé l'intérêt, on a sur certains modules, sur certains pilotes validé et démontré à la hiérarchie, à nos opérateurs, à nos utilisateurs, qu'on pouvait former en réalité virtuelle, notamment ici à la stérilisation de cuves. L'étape suivante, c'est ce qu'on vient de dire, c'est faire la liste des objets, des interactions qui sont nécessaires, finalement faire le cahier des charges de l'ensemble des choses dont j'ai besoin pour être autonome. Donc j'ai pas que des vannes dans un labo de chimie, j'ai des boutons, j'ai des choses à tirer, j'ai d'autres types d'objets. Et là l'idée c'est d'en faire la liste, faire un cahier des charges pour initialiser la bibliothèque qui va permettre de couvrir un panel de formation qui est celui sur lequel on veut être autonome à un instant donné.
Et c'est ce que je disais précédemment, si à un moment donné le besoin évolue, on va créer de nouvelles bibliothèques d'interaction, de contenu et élargir la capacité du métier à faire des formations. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive comme des modules complémentaires qu'on peut récupérer, soit parce qu'on en a développé pour d'autres clients, soit parce que vous les développez vous-même ou autre. C'est vraiment ce côté de conception modulaire qui est important à prendre en compte. Voilà. La dernière étape, on a créé des formations. Le métier a créé des formations avec son bureau des méthodes. Et il faut les mettre à disposition d'une communauté de formateurs ou des RH pour en organiser. Donc finalement, c'est ce moment où dans la plateforme, on va venir donner une interface web très simple à des formateurs pour sélectionner le module qu'ils veulent déployer. Et là, finalement, c'est un processus de création de réunion. Je choisis mon monde virtuel, je choisis mon module de formation. Et ensuite, les 2 étapes suivantes, on ne vous les met pas sur les slides parce que c'est celles que vous vivez à chaque fois que vous créez une réunion. C'est un titre, une description et une liste d'emails de personnes à inviter. Et donc là, c'est vraiment le formateur qui va de façon très simple choisir, organiser une réunion, recevoir l'email et être complètement autonome. Voilà, derrière, la technologie s'occupe de démarrer les machines virtuelles nécessaires en fonction du nombre de personnes. Tout est automatisé derrière. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé au bout, en tout cas, de ce Rex, de ce qu'on voulait vous présenter. J'espère qu'on a été clair et peut-être avez-vous des questions. On a un micro ? Un, deux. Oui, étant donné qu'on utilise de la réalité virtuelle, combien de temps on peut supporter un casque, sachant que ça peut, beaucoup de gens sont incommodés à partir d'un certain délai? Ça a beaucoup évolué. Je pense que j'aurais pas donné la même réponse il y a 2 ou il y a 3 ans. Parce qu'avec l'évolution, ce qui va jouer énormément, c'est 2 choses. C'est la qualité de l'image, du rendu, la fluidité de votre application. Il y a quelques années, on était capable d'aller sur 60 images par seconde. Aujourd'hui, sur les nouveaux casques, on est sur 75-90. Les champs de vue ont augmenté aussi dans les casques. La précision aussi du calcul quand vous vous déplacez. Parce que l'image bouge avec vous et plus c'est exact, moins vous êtes malade. Et là où il y a 2 ou 3 ans, j'aurais dit sur un nouvel utilisateur 20 minutes. Aujourd'hui, sur du nouveau matériel, quelqu'un qui n'en a jamais fait, on va plutôt dire 30-40 minutes. Et au fur et à mesure, vous vous habituez. Les gens qui travaillent avec moi dans mon équipe, qui ont ça sur la tête toute la journée, moi, ça m'est arrivé de jouer personnellement le week-end en réalité virtuelle, 4 ou 5 heures sans être malade. Voilà, donc c'est le côté, on s'habitue. C'est ça. Moi, je peux en parler parce que du coup, je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout les sujets. Julien m'a mis un casque sur la tête. Au début, un petit quart d'heure parce que faut s'habituer, les manettes, le rendu, etc. Et maintenant, finalement, je peux faire facilement une session d'1 heure, 1 heure et demie, sans que ça me pose plus de problème. En tout cas, lié à ce que vous voyez. Après, vous avez une autre contrainte, c'est le matériel en lui-même et la qualité du support, des mousses, de tous ces trucs-là, etc. Un autre point aussi, la réalité virtuelle, surtout en formation, parce que quand on joue, ça va, mais quand on est en formation, ça demande un effort cognitif, vous êtes très concentré et vous êtes à fond dedans. Une formation d'1 heure, je ne suis pas sûr qu'à la 30e minute, vous soyez encore aussi efficace qu'à la première. 20 minutes, une demi-heure, c'est bien sur un module de formation. Quand vous allez au-delà, vous allez fatiguer les utilisateurs quand même. C'est aussi un facteur. Il ne faut pas que les gens ils aillent faire une sieste en sortant du casque. C'est aussi mal perçu. Okay. D'autres questions ? Non, je pense que nous avons été très clairs. Juste nos mails, au cas où, au besoin. Sinon, nous sommes juste derrière, E330. On a également un petit spot sur le Salon Vert. C'est le village XR, qui est juste là-bas. Si vous voulez stériliser des cuves ou vous balader dans un yacht et changer l'ameublement, vous pouvez venir nous voir. On peut vous faire ces différentes expériences. Et sinon, bon salon à tout le monde. Merci beaucoup.